Chers amis, bonsoir et merci d'être à nouveau au rendez-vous de votre magazine littéraire Expression Livre sur votre chaîne préférée, Canal Algérie. Eh bien, nous allons rester encore dans l'histoire et plus particulièrement dans la commémoration du 50e anniversaire de notre indépendance, puisque l'invité de ce soir n'est autre que Rachid Adjaoud. Rachid Adjaoud, bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement. Bonsoir. Et nous allons aujourd'hui parler de votre livre témoignage, dont le titre est Le Dernier Témoin. C'est paru aux éditions Casbah, préfacé par un ami à vous, le général-major en retraite Abdelhamid Djouadi, qui a eu la très grande gentillesse de vous faire une très belle préface. Nous reviendrons sur lui, puisqu'à un moment donné, il a été non seulement quelqu'un qui était à vos côtés dans votre combat, mais qui a été également de votre côté dans un autre type de combat, je dirais un combat concernant votre santé. Oui. N'est-ce pas? Alors, ce dernier témoin, qui, je voudrais le rappeler ce soir, vient d'être traduit en langue arabe, et donc on peut le trouver également dans toutes les bonnes librairies à travers le territoire national, donc traduit par l'équipe des éditions Casbah, ouvrage où nous allons revenir en détail sur les trois parties de votre ouvrage, où également, en sens central, il y a également de très belles photos de l'iconographie, d'aucunes elles sont plus ou moins à vous, mais d'autres, surtout, vous ont été amenées, collectées par parfois des personnes que vous ne connaissiez pas, qui ont eu la gentillesse de frapper un petit peu à votre porte, et de vous les ramener. On va voir ce dont il s'agit comme photos d'époque, dirons-nous. Alors, vous commencez votre ouvrage, Rachid Adjaoud, tout simplement, quand on commence une biographie, par votre naissance, 1937. 1937. Voilà. Alors, vous êtes né où en 1937? D'abord, je voudrais vous remercier pour cette gentillesse de m'inviter. Ah non, c'est moi qui suis content. À l'occasion du 50e anniversaire, à l'occasion du Yenneir, à l'occasion du Nouvel An. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de ces livres et surtout du passé. Je crois que la première question que vous me posez, c'est où je suis né. Oui. Il figure dans ma biographie en dernière page. Je suis né en 1937 à Seddouk. C'est un village de colonisation qui est connu. C'est aussi un village d'histoire. Le village de Seddouk est connu pour être le bastion de la révolution de 1871. Alors, Cheikh Belhaddad, et Cheikh Al-Moukrani se sont réunis en avril 1871 à Seddouk. Et c'est là qu'ils ont déclenché la révolte de 1860. Donc ça, c'est la partie historique. Maintenant, à ma naissance, je suis né le 2 février 1937. Alors, il y a un événement particulier le jour de votre naissance. L'événement particulier, c'est un parent qui est revenu de la Mecque, ou le Hajj al-Mukhtar Ait Khalifa. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de pèlerins. Lui, il venait d'entrer, il est allé par bateau, il venait d'entrer. Toute la population sont allés à sa rencontre. C'est le couscous, c'est la fête, Al-Hassoun. Et ma grand-mère, je trouvais que ma grand-mère était un parent Al-Hajj al-Mukhtar.
Et en même temps, ma grand-mère était une matrone. Et c'était ce jour-là, comme coïncidence, que ma mère devait m'enfanter. Alors, ma grand-mère avait le choix d'aller chez son parent qui est revenu de la Mecque ou bien d'assister ma mère. Voilà. Elle est restée, elle a assisté ma mère et je suis né ce jour-là, le 2 février 1937. Et lorsque des fois on évoque en famille ma naissance jour-là, يقولوا نهار الحاج المختار. Voilà. نهار الحاج المختار. C'est devenu un symbole. Un surnom, votre surnom. Un surnom. Alors, ce dourk, bien sûr, c'est tout au long de votre ouvrage, où le dernier témoin, où vous évoquez votre ville de naissance, mais vous dites il y a trois dourks en réalité. Oui. Il y a ce dourk d'en haut, celui d'en bas, et ce dourk centre. Ce dourk centre. Bon, je crois qu'avoir donné l'explication dans le livre, je me suis posé moi aussi cette question. Pourquoi? Pourquoi ce douk-là, pourquoi ce douk-wada, ce douk-centre et un autre nom, Tizi Ljma? Évidemment, les parents, les anciens m'ont donné la réponse. Ce douk-là, c'est là où il y a actuellement la Zawiya de Cheikh Belhaddad. Il y a la Zawiya, il y a un mausolée qui vient d'être édifié. C'est ce douk-là. Un peu plus bas, un autre village s'appelle ce douk-wada, c'est-à-dire le village du bas. Il y a à côté évidemment un autre village, mon village à moi, de Tiba Mouchine et Irin Djiber. Et il y a ce douk-centre. Ce douk-centre, les anciens, à la Koulihal, transmettent les messages à Belcour allemand. J'ai dit pourquoi ce douk-centre? Ben, m'a raconté, un oncle m'a raconté que avant la colonisation, les gens de la Grande Kabylie venaient au marché de Beni Wertiran, mais comme l'étape est trop grande, ils passaient la nuit à ce douk-centre actuel. Et on lui a donné le surnom de Tizi Ljma. Le Ljma, c'est le marché de Beni Wertiran. Eux, ils venaient, ils passaient la nuit à ce douk-centre, Tizi Ljma. Le lendemain, ils faisaient la seconde étape pour être à Beni Wertiran, où il y avait le marché. Évidemment, c'était à l'époque le transfert de denrées. Pourquoi Beni Wertiran jette à la lisière des hauts plateaux. Et des hauts plateaux venait le blé, venait l'orge, venait à la Koulihal, tous les céréales qu'il fallait à la population. Alors, cette dourk est une commune de plein droit. C'est très important. De plein exercice. Plein exercice. Plein exercice. Ah, donc ce n'est pas une commune mixte. Hein. Il y avait un maire français, n'est-ce pas, enfin colon, qui n'était pas facile, hein, qui était même assez dur. Et je dirais que toute l'administration, elle était petite, hein, l'administration, il n'y avait pas grand monde, puisque vous-même, vous allez être à un moment donné, après l'obtention de votre certificat d'études, vous allez être commis aux écritures dans cette mairie. Hein. Alors, donc c'est une petite mairie, hein, où il y a quoi, 5-6 administrateurs, dans le garde champêtre, il y avait un ancien gendarme, bon, c'est une petite commune. Hein. Alors, vous allez, Rachid Hadjaoud, pendant plusieurs chapitres, parce que vos chapitres ne sont pas généralement chronologiques. Hein. C'est vrai que c'est en 3 parties, hein, 37-45, 45-54, 54-56. Mais en réalité, à chaque fois, dans une de vos parties, vous aimez bien revenir en arrière, ce qu'on appelle au cinéma des flashbacks, pour mieux expliquer soit certains personnages, soit certains lieux. Hein, et alors vous allez dans un détail qui m'a, je dois avouer, sidéré. Parce que je me suis dit, bon, Rachid Hadjaoud a certainement une excellente mémoire, mais là, vous allez dans de tels détails. À un moment donné, je me souviens dans votre ouvrage, vous donnez le nom un par un de tous les colons qui étaient installés à cette dourk avec leur métier,
quasiment leur provenance d'origine française. Hein, vous dites c'était généralement des Alsaciens et des Lorrains. Hein. Mais vous donnez aussi, quand vous rendez hommage aux Chouhada, vous dites, bon, peut-être que j'en oublie quelques-uns, mais c'est un détail absolument extraordinaire. Et je me suis posé la question, combien de temps vous a demandé, hors de votre mémoire personnelle, hein, ce travail de collectage extraordinaire, d'aller retrouver, hein, de faire ce parcours labyrinthique, je dirais, hein, pour retrouver toute la vie de ce douk pendant tant d'années, avec autant de détails. Il y a même les lieux. Là, il y avait l'épicerie. À côté, il y avait le boulanger qui faisait du bon pain. Là, il y avait... On a l'impression de vivre dans votre village, heure par heure, pendant toutes ces années. Oui, effectivement. Pourquoi je suis allé dans les détails? J'ai posé plusieurs questions à des jeunes, au hasard comme ça dans la rue, qui passent devant chez moi, Al-Hassan, est-ce que vous connaissez le village? Est-ce que je fais tel ou tel collant ou Al-Hassan? J'ai toujours eu des réponses négatives. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y avait à la place, par exemple, de la mosquée actuelle? Ouais. Écoutez, Djama, c'est la mosquée. Je dis non, c'était l'église. Il y avait une église là-bas. Il y avait une belle horloge. Il y avait un curé qui venait d'Aqbout tous les week-ends. Oui, parce qu'il n'y a pas de curé sur place. Il n'y a pas. Le magasin actuellement, personne n'aurait pas. Alors je me suis dit, tout compte fait, comment écrire l'histoire de la guerre de libération si les gens ne connaissent pas cette période? Il faut d'abord retourner à cette période. Et alors je me suis livré à des questionnements à droite, à gauche, quand il me manque certaines informations. Vous avez la liste, par exemple, des collats. J'ai eu à faire appel à des gens de ma génération qui ont vécu dans le village et qui ont la mémoire encore. J'ai cité le cas de Berkane Abdrahman, par exemple, qui m'a aidé pour dresser la liste. Elle est à 99% cette liste que j'ai donnée là-bas, des collants qui sont passés à Zdouk. Quand je dis collants, j'ai donné une précision sur la majorité de ces Français qui sont passés à Zdouk ne sont pas des collants. C'est des petits fonctionnaires, des taxieurs, c'est le facteur, des petits métiers. Mais il y avait quand même 2 ou 3 collants qui avaient des... Il y avait en tout cas une grosse ferme. Voilà, la grosse ferme, c'est la ferme Tempier, voilà, dont j'ai parlé, qui s'est transformée en poste militaire à la guerre de libération. J'en parle. Et il n'y avait pas que lui. Il y avait Ouzeni, un autre Algérien, qui avait une ferme, dans la vallée. Et c'était ces gens-là qui, le jour de marché, alimentaient le marché de Sidouk. C'était le gros. Il y avait Ben Sid c'était le 3e. Le jour de marché chinois à Sidouk, ils inondaient le marché, les fèves, les poivrons, la tomate, Kouch-el-Hassan. Et en fin de journée, il y a des jardins. Fin de journée, les invendus et les gens ramassés. Mais gratuitement. Il y a même une distribution gratuite. Une distribution gratuite. Alors, maintenant, quant à la commune mixte et la commune de plein exercice, la colonisation a fait des divisions. La commune mixte, elle est gérée par un administrateur, très souvent un ancien militaire. C'est le cas à Akbou, c'est le cas à Sidi Aïch et d'autres localités. Et les communes de plein exercice. Les communes de plein exercice, c'est là où il y a un village de colonisation. Il y a beaucoup de collats. Ceux-là, ces communes sont gérées par directement un maire français. C'est la commune de plein exercice. C'est le cas de Sidouk. C'est le cas de Sidouk. Le maire est un Français et c'est lui qui gère la commune. Il n'y a pas de... Et vous dites, en plus, le maire, c'est maître après Dieu. Ah oui, j'ai donné des détails très précis. Ah oui. Quand monsieur le maire fait la sieste, personne n'osait faire du bruit dans la rue. Il y avait même... Il y avait une femme, Nafatima Egoulana Fatima, qui était une femme de ménage chez eux,
Qui veillait au grain. Elle était devant la porte à midi sonnante et trébuchante. واحد يعقب في الزنقة تقول له اسكت اسكت monsieur Couper رقد. Monsieur Couper رقد, il ne faut pas le déranger. Vers 6 heures du soir, pendant les chaleurs, elle sortait une table dehors, elle arrosait, elle rassemblait tout devant de la maison, une table dehors, l'apéritif, les glaçons. On avait droit à l'eau chaude et on compte en avait. Et au moins, devant la porte, souvent, il y a d'autres collègues qui venaient lui tenir compagnie à sa table jusqu'à 11 heures, une heure tardive. Ouais. Et on entendait la musique derrière quand on passe, on entendait la musique d'un poste Fédécrour TSF. Personne ne l'avait, aucun arabe Fédécrour, à ma connaissance, j'en parle, que bien plus tard, que les gens sont mis à acheter des postes radio. Alors, Rachid Adjaout, ce qui est très intéressant comme livre, je dirais pas seulement témoignage, mais c'est presque aussi une sorte de documentaire hein, sur Seddouk et sa région, parce que vous ne décrivez pas seulement Seddouk, vous décrivez aussi El Qsor, vous décrivez Bjaya, les alentours, les villages. Alors, quand je parle du côté documentaire, c'est parce qu'on a l'impression de voir défiler devant soi la vie au quotidien hein, des colons, des paysans, des petits commerçants, qu'ils soient d'origine européenne ou algériens, les enfants, l'école. On a l'impression, voilà, quand j'ai terminé votre livre, je me suis dit, voilà, j'ai un bon documentaire de 52 minutes, magnifique, hein, je pourrais presque le remettre, hein, si j'avais la possibilité de refaire les décors de l'époque, en tenant compte de vos photos, hein, des photos que vous avez mis là, avec des acteurs, des bons maquillages. J'aurais pu revoir tout ce que c'était cette commune de 37 hein, jusqu'à 56, hein, mais alors, je dirais minute par minute. Et puis derrière, il y a votre témoignage en tant qu'ancien moudjahed, c'est-à-dire, voilà la façade, mais il y avait derrière, bien évidemment, déjà même à partir de 1937, parce que le mouvement national algérien n'a pas commencé seulement en 1954, hein, déjà en 1937, et puis la guerre 39-45, hein, puisqu'il y a eu des bombardements sur Bjaya, etc., exode de population et tout, même de votre village. On voit que les choses vont complètement, petit à petit, changer. Les idées nationalistes vont devenir de plus en plus exacerbées. Il y a 45, coup de tonnerre, et puis voilà que je dirais presque deux images se superposent, hein, que vous nous mettez dans votre livre, et je comprends maintenant pourquoi vous faites des flashbacks. Hein. Vous dites, voilà comment il y a eu la montée de la lutte de libération nationale dans cette région, et dans ma région, Seddouk, Qadou, etc., et ça, Fadou, et puis, quelquefois, le quotidien qui continuait, vaille que vaille, et puis, avec les premières arrivées de soldats français, il y a une scène très, je dirais, qui est en même temps amusante, en même temps terrible, hein, première parade militaire. Oui. J'ai donné des détails pour les jeunes, pour la génération qui ne connaissait pas le village. Parce que les choses ont tellement évolué que même les familles, même les grandes familles qui habitent ce centre ont évolué. Leurs enfants ne connaissaient rien de leurs ancêtres. Les commerces qu'il y avait à l'époque, les cafés qu'il y avait à l'époque, les restaurants, les coiffeurs, le maréchal Ferrand, le cordonnier, Al-Hassan. Alors j'ai fait mon possible pour situer quartier par quartier, les jeunes savent ce qu'il y avait dans leur quartier. Donc je descends la rue principale, par exemple, qui descend à la gendarmerie, je donne des détails sur chaque commerce. Ici c'est Flan, ici c'est Flan, ici c'est Flan. J'ai commencé par la caserne en haut, par exemple. Le château d'eau.
Château d'eau, on avait de la Bono qui descendait justement du village de Cheikh Haddad, Al-Hasson, qu'on fermait le soir pour faire le plat. Et je raconte comment qu'il fermait, Al-Hasson. J'ai raconté l'histoire du hibou qu'il y avait en face, parce que celui qui, celui qui venait fermer, il fermait l'employé qui est chargé de fermer le soir pour faire le plein pour le lendemain. Il avait un hibou en face d'un eucalyptus, il avait peur. Il est obligé de venir, il habite à côté de chez nous. Il prenait mon père, il disait accompagne-moi pour aller fermer l'eau. À cause du hibou. Et de temps en temps, il me traînait avec eux. J'étais jeune, mais enfin, il me tenait la main, je les accompagnais à 11 h du soir. Ben, je donne ce détail. Il y avait des Français, il y avait le Quincaillier, il y avait Madame Marius, dont j'ai beaucoup parlé, Madame Marius. Ah, c'est un personnage, Madame Marius. C'est la Française kabylisée. Non, mieux que ça, elle disait, mais moi je suis kabyle. Elle est partie en France après. Elle est revenue. Ses filles l'ont emmenée en France. Elle est revenue. Moi je veux mourir à Sdouk. Moi je suis kabyle. Voilà. Et elle est morte à Sdouk. Elle est enterrée actuellement à Bougie. C'était une maîtresse femme. Hein. Ah, si tu veux. Elle parle mieux que nous le kabyle. Et d'ailleurs, même justement parlant de la langue, j'ai dit que la majorité des Kabyles ne parlaient pas français à l'époque. L'inverse, les Français parlaient le kabyle. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils employaient les Kabyles pour les besoins de leurs travaux. Et les Kabyles n'avaient pas d'école. Moi, j'ai été, là où j'étais, il y avait 2 classes. Et à Sdouk Centre, il y avait 2 classes. Donc, ce n'était pas donné à tout le monde d'aller apprendre le français. Ils étaient rares. C'est l'explication que je donne. Par exemple, j'ai parlé du square, j'ai parlé de la fontaine publique qui a disparu, j'ai parlé de l'église qui a disparu. Bon, que l'église disparaisse, c'est tout à fait normal. Les Français sont partis, ils ont retrocédé les locaux à la mairie de Sdouk. Mais à l'église, il y avait une bonne montre. Il y avait le Big Ben. Un chef-d'œuvre à l'époque. Qui a été détruit malheureusement. Vous l'avez retrouvé, malheureusement, vous l'avez trouvé en tas de ferraille. Et pourtant, vous avez insisté, vous, personnellement, auprès du maire. Vous avez dit, bon, que vous changez l'église en mosquée, c'est une chose, c'est normal, après l'indépendance, mais gardez l'horloge. Gardez l'horloge. Parce que je me rappelle du temps où j'étais jeune, Kouchar Hassan, il disait, c'est l'unique montre qu'il y a en Algérie. C'est le Big Ben. Comme le Big Ben de Londres. Avec le même carillon. Malheureusement, moi j'étais à Média à l'époque, lorsqu'ils ont. Les Français ont cédé l'église. Lorsqu'ils ont commencé à démolir, je suis venu voir le maire. C'est un ami. Goutlo, attention, la montre, elle a son charme, elle a 4 façades. Il y a des montres sur les 4 façades de collège. Il y avait le colchet en haut. Et puis ils ont tout. Vous avez 2 regrets, Rachida Djaoud. Enfin, pas seulement que 2, mais en tout cas 2 qui vous ont vraiment peiné, chagriné. C'est ce Big Ben et ce fameux château de l'Anglaise. Le château de l'Anglaise, c'est de l'autre côté de la wilaya, c'est une autre paire de manches. Mais nous, à Sdouk, il n'y a pas que le Big Ben. Les plateaux, les platanes, on les a coupés. Non, ça a été... Les platanes, ils ont été... Mais ça, c'était l'armée française qui les avait coupés. Il n'y a pas que l'armée française. Nous aussi, on a coupé. Il faut dire des choses par le nom. Il y avait les platanes. La fontaine publique a disparu. Le lavoir public a disparu. Le square, on avait l'un des meilleurs squares d'Algérie. C'était un petit village, mais il avait son square. Il y avait de belles fleurs là-bas. Il y avait des arbres, un peu de jardin d'ici, en miniature. Il y avait une place en face. Il y avait la fontaine du Lion. Rien ne reste. Rien ne reste. Il n'y avait pas que la fontaine du Lion. Il y avait aussi la légende du lion et du revenant. C'est les gens qui partaient après la Deuxième Guerre mondiale, enfin pendant la durée de la Deuxième Guerre mondiale, des gens qui partaient de Sdouk à dos de mulet ou la dos d'âne, la misère, char. Ils partaient de Sdouk, qu'il pleuve ou qu'il neige, pendant 15 jours, ils vont jusqu'au plateau, le Sitif,
il ramenait des chargements d'orge ou de blé. Et en route encore, يعريوهم. وصل يقولوا لنا Il y avait des bandits. Les bandits, c'est à cette occasion-là. Alors, tout ça a disparu. Ouais. Tout ça a disparu. Moi, en tant que moujahid, de temps en temps, je me donne, c'est pour ça que je me suis étendu un peu sur la vallée. J'ai parlé de la ferme d'Écaillé. Nous, quand on passait à l'époque, notre instituteur nous emmenait à Bougie, par exemple, en colonie de vacances ou là, en excursion. Il y avait du jasmin, il y avait des calèches. C'était des Françaises qui étaient sur les calèches. L'Arabe, lui, il était devant pour guider le cheval, Al-Hassan. Tout ça a disparu. L'affaire d'Écaillé est devenue une décharge publique. Décharge publique. Décharge publique. D'ailleurs, pratiquement votre dernier épisode, votre dernier chapitre, pas partie, hein, mais l'un de vos derniers chapitres, c'est le rêve d'un moudjahid. Voilà, le rêve d'un moudjahid. Alors vous faites toute une liste, hein, de ce que malheureusement a été perdu, mais qu'on peut peut-être rattraper. Ce qu'il faudrait faire pour la côte, pour ceci, pour cela, pour la ville de Seddour, pas seulement pour la ville de Seddour, pour Bdjaïa, pour etc. Vous dites des projets. Des projets. Et il y a quelqu'un qui vous écoute d'ailleurs à l'époque, puisque vous avez été député à l'Assemblée de Bdjaïa. Hein, vous dites, et puis on vous dit, c'est un petit peu utopique. On ne vous dit pas non, mais on vous dit, c'est peut-être un peu le rêve. Inch'Allah, ça arrivera. Mais il y a un petit peu quand même d'amertume dans votre livre. C'est de l'amertume cool. Oui. Et l'amertume cool. Parce que quand vous faites votre bilan, vous vous dites, pourquoi je suis monté au maquis? Si on n'est pas capable de maintenir ce que les Français nous ont laissé, ça ne sert à rien. On est monté au maquis pour améliorer une situation donnée, pour élever notre niveau de vie, Al-Hassan, pour faire de beaux villages, de belles routes, etc. Nous, on n'a pas gardé tout ça, malheureusement. On n'a pas gardé. Le château de la Comtesse, par exemple, j'ai parlé du château de la Comtesse. Un bijou d'architecture jusqu'à maintenant, hein, il est abandonné. Avant, des comtesses anglaises, ils venaient là-bas, ils passaient leur week-end là-bas. C'était sur la côte en allant vers Jijel, à Souqelteni. Et vous trouvez ce château, il est toujours là-bas. Il est abandonné. Merdmetou l'État, ni la mairie, ni la wilaya, il est abandonné. À un moment donné, j'ai parlé... Vous dites qu'à un moment donné, quand même, il a été réhabilité. Wali. Il a été réhabilité avec l'ancien Wali, Abdelrahman Mzian, il a été réhabilité. Il est parti, il a fait une résidence, oui, de la wilaya quand même, il lui a redonné vie. Il est parti, c'est retombé à l'eau. On n'a même pas fait un petit hôtel ou la résidence de la commune. Il est en train de sommeiller au bord de la route à Souqelteni. J'ai parlé de ça. J'ai parlé des anciens projets que les Français ont laissés. Les montres, comment on a, des téléphériques sur le Gouréa, le mont Gouréa, sur Cap Carbon, les navettes de bateaux sur Tichy, sur Melbou, sur l'autre côté de la mer, Boulimat, Seket, Zfour. Pourquoi tout ça? Et pourquoi il n'y aurait pas un trolley qui partirait de Bougie pour faire toute la côte? Pourquoi on ne planterait pas des palmiers? Pourquoi on ne ferait pas une route assez large? Tout ça, c'était... Vous pensiez même à une immense promenade des Anglais. Et des Anglais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça, on en a discuté justement avec Abdelrahman Mzian à l'époque. Mais seulement il venait d'arriver comme Wali. Il avait de gros travaux, il avait lancé à l'époque le tunnel de Kharrata, qui était un grand chantier. Il a lancé l'université de Bdjaïa, il a lancé l'aéroport.
Mais tout ça a été programmé, y compris la route à double voie qui venait de boucher sur la vallée. Et malheureusement, ça n'a pas été tenu. Je parle des cimetières de Chouhada. Oui. À Ligier, par exemple, si vous traversez la vallée, les cimetières de Chouhada sont abandonnés. On a fait de beaux cimetières tout là. Alors que vous dites... Il y a des gardiens, il y a des plaques de signalisation, ils ne sont pas nettoyés. Est-ce qu'il y a si Chouhada mérite ça? Et j'en parle d'un cimetière franco-anglais qui est à Ouadghir. Et qui, lui, est très bien entretenu. Très bien entretenu. Pourquoi? Parce qu'il y a un gardien qui est bien payé, qui reçoit des pourboires de parents de soldats Kodesh. J'ai même donné la liste de ces soldats qui sont enterrés là-bas. Nationalité par nationalité, effectivement. Alors, je voudrais qu'on revienne, s'il vous plaît, Rachid Badjaoud, un petit peu à vous personnellement. Hein. Là, on vient de voir la vie à Seddour, la ville en elle-même. N'oublions pas que c'était il y avait une très 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 grande pauvreté aussi, hein, que celles, je dirais la misère de 45. Il y avait une misère terrible. Hein. Bon, il y avait quoi les figues, il y avait 2 ou 3 petites entreprises qui faisaient de la figue sèche. D'ailleurs, vous m'en avez rapporté. Merci. Partagé avec les amis. Il y avait les huileries, hein, et puis Caroube. Puis, bon, le reste, bon, c'était... on se débrouillait comme on peut. Vous donnez même un chiffre assez effrayant. Vous dites... il ne faut pas oublier que dans ces années-là, dans ces années 40, hein, et puis les années pendant la guerre 39-45 ont été très très dures. Très très dur, parmi les plus durs, parce qu'il y avait des bons de rationnement, etc. et tout ça. Dites, eh bien, c'est pour moi un chiffre assez, je dois avouer, assez effrayant. Hein. C'est que les 2/3 des enfants décédés avant l'âge de 5 ans. Oui. On peut imaginer cette misère. Pas de gaz, évidemment, pas d'électricité, on vivait dans des masures. Hein, et vous-même, qui aviez eu la chance de fréquenter l'école, hein, on va y revenir, vous disiez 80% allaient pieds nus. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des chaussures découpées dans des pneus. Hein, et puis, il y avait franchement ceux qui étaient gâtés, qui avaient des chaussures, mais qui les cachaient dans le buisson, hein, parce qu'ils se disaient, ça fait un peu trop quand je rentre à l'école de me voir avec des vraies chaussures. Alors, pour que tout le monde soit un peu à égalité. Hein. Oui. Ça, c'est pas moi qui mettais les chaussures. Moi, je mettais des sandales en caoutchouc. Oui, ça, je sais. Je sais. Non, je ne parle pas de vous. Vous, je sais que vous mettiez des sandales en caoutchouc. Ceux qui avaient des souliers, c'est des enfants de Cheikh Haddad. Belhaddad qui allaient bien. Mais au moins, ils descendaient du village d'en haut. Moi, je montais du village du bas. On se retrouvait à l'école. Mais à l'école, on se retrouvait tous pieds nus. Voilà. On jouait au billes, d'ailleurs, la photo. Alors, on va revenir sur la photo, parce qu'elle a toute une histoire, cette photo. Et il y a un fils Belhaddad là-bas. Alors, justement... Alors, quand ils descendaient du village d'en haut pour venir à l'école, ils sont gênés. Ils ont honte d'être au milieu des autres élèves avec des souliers. Alors, quand ils arrivent à un ravin... Il est caché dans un buisson. Un ravin près de l'école. Ils cachaient leurs souliers dans un buisson, ils venaient pieds nus comme tout le monde, on se retrouvait pieds nus. Alors, et le soir, ils reprenaient les chaussures. Alors, on vous inscrit à l'école, un petit peu grâce à votre oncle Mouloud, hein, parce que c'est lui qui vous emmène, qui d'ailleurs, qui va d'ailleurs émigrer, hein, à un moment donné, en France. Et puis, alors cette école, vous allez être marqué par au moins... deux couples, je dirais, de professeurs. Le premier couple, c'était le couple Côté. Hein, qui se sont, vous dites, franchement, ils se sont énormément occupés de nous, alors que nous, on suivait les études vraiment de très très loin, on était plutôt une classe de cancres. Ils faisaient comme ils pouvaient, mais c'était pas
terrible. Et on va voir que ce couple Côté, vous allez, surtout avec Monsieur Côté, vous allez garder une sorte de contact avec lui, puisque bien après l'indépendance, Côté va revenir à cette dourque. Hein, il va même être demandé à être enterré sous un caroubier. L'école de Rwanda. Mais ce caroubier, on laisse le lecteur et la lectrice deviner ce qu'était devenu malheureusement ce caroubier. Mais lui, il disait, c'est mon caroubier, c'est mon caroubier. Et puis vous, de votre côté, un jour, vos pas vous portent, je crois, à Aix-en-Provence, c'est ça, si je ne me trompe pas, où la famille Côté vivait. Et puis, il vous avait préparé une sorte d'album de photos, hein, de l'époque. Et puis, énorme surprise, sur l'une des photos qu'il vous montre, c'est la photo de la première page de couverture du livre, où on vous voit en train de jouer aux billes à l'école, à l'époque. Voilà. Et c'est incroyable que vous avez gardé avec Monsieur Côté et Madame Côté, qui étaient bon, des gens adorablement gentils, qui n'étaient pas des colons, hein, qui étaient des métropolitains, qui ont d'ailleurs... un couple d'instituteurs. D'ailleurs, qui vont le payer cher. Oui, ils ont été plastiqués par l'OAS. Par l'OAS à Alger. À Alger. Ouais. À Hydra. À Hydra, très exactement. Où ils vont perdre une nièce. La maison Taoul, voilà. Où ils vont perdre une nièce. Et lui va être... Bon, les Côtés, à ils ont vécu jusqu'aux environs des années 50, 49-50. Lui, il a été rappelé pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été rappelé, il a fait son service militaire, il a laissé son épouse. L'école de Rwanda est un peu isolée. Dans les champs, les villages sont assez loin. Ouais. Et bien, sa femme est restée seule avec sa vieille mère, Madame Bio, on l'appelle Madame Bio. Et bien, elle s'est intégrée, pendant que son mari faisait la guerre avec les Allemands, et elle s'est intégrée aux populations. Elle venait, elle descendait dans le village, elle discutait avec les vieilles, elle mangeait le couscous. Les gens l'ont adoptée. Eh bien, son mari, lorsqu'il a fini son service militaire, il était fier, il était content. Enfin, il a retrouvé quand même son épouse, bien entourée, bien considérée. Et en 50, ils partent. Ils sont venus ici, comment on appelle au village, à Birtuta. Ils ont continué là-bas comme inspecteur primaire. Après, je l'ai perdu de vue. Hein. Je n'ai pas gardé de contact avec lui, cool. Mais ça a été jusqu'en 1980, je crois, où il est venu. Voilà, quand il est revenu après l'indépendance, moi je pensais qu'il était mort. Et puis après l'indépendance, il revient en pèlerinage. Il est revenu voir son école où il avait 2 chèvres, il avait un cochon, une table, il a construit un bassin d'eau. C'est ce que je raconte. Et puis il va voir un autre instituteur d'Amzouberken. Il l'interroge sur ses anciens élèves X. Il tombe sur moi. Par hasard. Hein. Par hasard, il lui dit Rachid Djaoud. Il lui dit c'est notre député. Il est monté au maquis. Al-Hassan, il est directeur de l'hôpital à Sidaïch. Il était avec son gendre, c'est un chirurgien, sa fille, sa femme, et il descend. On se retrouve par hasard à la pompe à essence. Par hasard, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces Français qui sont... à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, hein, qui venaient en Algérie. Qu'est-ce qu'ils font ici à la pompe à essence? Et comme par curiosité, je regardais le vieux avec, j'ai dit, mais c'est une tête qui me revient. Mais j'étais loin des années. Oui, d'imaginer. Alors, on va pas rentrer, si vous voulez bien, Rachid Djaoud, parce que sinon, comme votre livre fourmille de détails, et on ne pourra pas, parce que sinon, en 1 heure de temps, il y a beaucoup d'autres choses à dire. C'est un livre qui devrait atterrir à votre émission Carte d'Algérie, ou là, comment on appelle ça. Il y a une dame qui a... Eh ben, magnifique l'émission avec.
On lui, J'ai dit ça, elle va lire ce livre, elle va m'appeler. on va l'en informer. Alors, vous réussissez à obtenir votre certificat d'études primaires en 1951, parce que vous allez avoir d'autres, on ne va pas rentrer là non plus dans le détail, parce que sinon, on en a pour 10 heures d'émission et c'est pas possible. Vous pensez bien, Rachid Adjaout, avec un autre couple qui va vous marquez, le couple Ranouil, hein, qui lui est un couple beaucoup moins gentil, beaucoup plus exigeant, mais qui va permettre à tous vos compagnons de classe et même à vous-même de vous pousser à la roue, et beaucoup auront leur certificat d'études et leur permettront d'aller plus loin dans leurs études. Et puis là, vous rentrez, il faut bien travailler, votre famille n'est pas assez riche, vous rentrez comme commis aux écritures à la mairie de Cette-Dour. Et là, c'est là qu'on va passer à une autre partie de votre vie, qui est quand même l'essentiel du livre, hein, le dernier témoin. Comment ça vous arrivait, hein, les échos, hein, du mouvement de libération nationale, hein, tout ça reste très confus, hein, parce que Cette-Dour n'était pas très bien informée, la population n'était pas très... On connaissait deux noms essentiellement. Messal el-Hajj, Falat Abbas. Et puis, tout d'un coup, quand il y a 54, et vous l'expliquez très très bien dans votre ouvrage, vous dites, 54, ça va pas très très bien. C'était dans la région, ça va pas très bien qui avait commencé, qui était qui. Je laisse le soin, parce que c'est une page d'histoire excessivement importante, parce qu'il y a tout un chapitre, Rachid Adjaout, où vous dites pourquoi, hein, le premier coup de feu dans la vallée de la Soumam n'a commencé que, je dirais, milieu de 1955 et non pas 54. Vous avez preuve à l'appui, le pourquoi du comment, c'est très 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 intéressant, hein, je crois que c'est une page d'histoire que même les historiens devraient reprendre, hein. Encore une fois, j'en dis pas plus, mais il y a une explication historique, hein. À partir de 55, effectivement, là, la Soumam s'embrase, hein, et devient la wilaya 3, donc la wilaya historique. Et là, votre parcours est assez extraordinaire, parce que vous êtes ce qu'on appelle un tout jeune maquisard, qui va monter au maquis en 56, n'est-ce pas? Tout jeune maquisard, il y a même quelqu'un de très connu qui va vous appeler Bébé Kadam. Oui. Je ne me trompe pas. Il est mort, Allah yarhamou, la semaine passée. Ah, Allah yarhamou. À côté de Birtout al-Ashwar. Donc, vous êtes un tout jeune maquisard, avec un bébé Kadam, comme on vous appelle, etc. Même quand vous allez être beaucoup plus âgé, quand il vient vous voir à l'hôpital, parce que malheureusement vous êtes hospitalisé pour différentes maladies, il va continuer à vous appeler bébé Kadam. Oui. Et alors là, moi je suis en plein étonnement, parce que qui n'avez-vous pas côtoyé pendant tout votre combat, Rachid Adjaout, de 56 à 62, c'est absolument extraordinaire. Vous avez été compagnon d'Amirouche, je ne me trompe pas. Oui. Hein. Vous avez connu de très grandes personnalités, pas seulement, hein, Amirouche, puisque vous avez connu Cheikh Laïfa, à Stif. C'est le chef de région de Stif. Vous avez connu Siah Mimi. Oui, vous avez connu Alesri Di Lores, hein, vous avez connu... Qui n'avez-vous pas connu, vous avez été également au niveau du congrès de la Soumam. C'est ça? Je ne me trompe pas? Oui. Vous avez été secrétaire général au niveau de l'information, c'est ça? J'ai fait partie du secrétariat du congrès. On était à 4, ouais. Il en reste un seul. Alors, mais je comprends. Alors maintenant, tout s'éclaire pour le titre, le dernier témoin. C'était ce que je voulais vous dire.
tous les gens que vous avez cités, que vous venez de citer, il n'en reste pas un seul. Malheureusement, alors j'ai dit... Vous avez connu Abban Ramdan? Oui, il était au Congrès, Abban Ramdan. Il venait vérifier. Karim Belkacem? Karim Belkacem, c'est le premier chef de Oudeya. Vous avez connu... Après Mohamed Saïd, après Vous avez connu les lieutenants de Amérouche? Oui, oui. Tous ces gens-là ont disparu, malheureusement. Vous êtes une mémoire vivante. Malheureusement, ils ont disparu. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire chez vous, Rachid Adjaoud, c'est que la façon dont vous en parlez dans les différents chapitres, parce qu'il y a des chapitres où vous évoquez entièrement, vous faites toute la liste des chouhada que vous avez connus, oui, qui ont disparu. Honneur à vous, parce que à aucun moment donné, dans les 200, pratiquement 80 pages de votre ouvrage, il n'y a pratiquement, il y a vous, mais il n'y a jamais vous devant. C'est un des ouvrages d'anciens Moudjahid les plus modestes que j'ai eu à lire. Chauffeur, quand j'étais à la fin du livre, d'écrire le livre, je suis tombé malade. D'ailleurs, j'ai mis l'interruption. Je ne pensais pas terminer le livre. Je suis rentré à l'hôpital, à Al-Koulihal. Il y a tout un chapitre sur votre... Tout un chapitre, douloureux. Et puis finalement, alhamdoulilah, j'ai dit, il faut terminer. Et j'ai dit, il y a des gens qui sont enterrés dans ce pays. Il y a des chouhada qui sont enterrés. Et c'est les premiers qui sont oubliés. Il faut à tout prix que je les cite. Donc j'ai essayé de me remémorer un peu. J'ai donné la liste de ses compagnons. C'est les premiers shahids et les premières actions. Il y a des premières actions. Oui, vous décrivez des grands combats. C'est ça. Ce qui fait que j'ai débordé un peu sur 54, 55, 56 pour ressusciter ces gens-là. Parce que si l'Algérie est indépendante actuellement, c'est grâce à ces gens-là, pas grâce à nous. On a suivi. Il ne faut pas les oublier. Dans mon second ouvrage, j'ai repris ça. Par exemple, la personne que vous voulez citer tout à l'heure, qui a allumé la flamme dans la vallée de la Soumam, c'est Amraït Cheikh. Oui. Personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est lui qui est venu au début de l'année 55, avec l'appel du 1er novembre. Il a fait du porte-à-porte. Il a fait aussi Lagan, il a fait Beni Wallis, Eth Mansour. Sans lui, on n'aurait pas pu... La vallée de la Soumam ne serait pas embrasée. Elle ne serait pas embrasée. Et personne n'en parle. Pas plus loin qu'hier soir. J'étais avec un de ses neveux, là, à l'hôtel. Eh bien, il ne connaissait pas. C'est son grand-père, il ne connaissait pas. Et quand je lui ai dit, voilà ton père, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, il a pleuré, parce qu'il n'en revenait pas. Et c'est comme ça que la flamme a été allumée à 55. J'ai débordé un peu pour que les gens connaissent cette période. Et je l'ai reprise dans mon second ouvrage sur la guerre de libération, récit, témoignage. J'ai repris ça parce que j'estime que c'est très très important. Il faut qu'ils savent pourquoi le 1er novembre, maintenant, il n'y a pas eu d'action. Pourtant, les hommes, ils sont là. Depuis 1945, on a l'affaire de Kharrata, les événements de Kharrata décisifs, on laissait des hommes. Il y avait des hommes, il y avait des militants. Alors, malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Rachid Adjaoud, je rappelle le titre de votre livre, Le dernier témoin, qui est préfacé par le général-major en retraite Abdelhamid Djouadi, paru aux éditions Casbah. Et cet ouvrage a été traduit en arabe, donc on peut le trouver également en langue arabe. Je dirais qu'il y a deux choses dans votre ouvrage qui m'ont énormément ému. La première, c'est l'amour de votre région et de votre ville, hein, que vous décrivez vraiment avec passion. Hein, bien sûr de votre famille, mais aussi de tous ses amis, de tous ces petits et grands qui ont fait pas seulement la région de Seddour, mais tout autour, toute la vallée, l'Argent City, et puis Bougat, c'est un peu ce que j'ai vécu. Hein. Voilà. Et puis l'autre partie du livre, mais qui s'entremêle, hein, parce que une chose ne peut pas aller sans l'autre, c'est ce fantastique témoignage qui va, je suis sûr, servir
aux futurs historiens et chercheurs, c'est, eh bien, je dirais presque allez, on va dire 1945, fin de la guerre 39-45, 1945 jusqu'à pratiquement 57-58, avec des détails extraordinaires sur la vie, le quotidien de la Wilaya 3 et des hommes qui ont fait cette Wilaya historique. Et bien, donc on peut lire le livre, je dirais, de deux façons, Rachid Hadjaout, et c'est un vrai plaisir parce que ça aurait pu être un livre uniquement de témoignages, parce que vous laissez aussi la parole à beaucoup, hein. Vous le mettez en italique et vous dites voilà ce qu'il m'a raconté. Oui. Hein, vous ne rajoutez rien, vous dites je suis allé le voir, voilà ce qu'il m'a raconté. Donc on peut le lire dans les deux sens. Quelqu'un qui veut connaître la région de cette époque, hein, comme travail, je dirais, d'historien des villes, des cités, des petits villages, du quotidien de la vie de l'Algérien à l'époque et du colonna. Hein. Oui. Et puis de l'autre côté, hein, un ouvrage excessivement documenté qui se mêle l'un avec l'autre. Et je trouve que c'est très bien que vous ayez mis justement pratiquement en centrale pour donner le lien des photos anciennes. Voilà. Et pas seulement du quotidien, mais aussi malheureusement de massacres. Et des photos d'anciens Moudjahidine dans le maquis, mais aussi à côté une photo de l'épicerie de ce Douk en 1938. Vous allez être encore beaucoup plus étonné en lisant le deuxième ouvrage. Mais j'espère bien, justement. Le deuxième ouvrage. Alors, à quand le deuxième chapitre, hein, de 57 à nos jours? Je suis au congrès de la Soumam. Voilà. On vous attend pour le congrès de la Soumam parce que vous n'en dites pas grand-chose. Non, parce que le congrès de la Soumam, il a eu lieu en août 56. Eh oui, mais vous terminez votre livre en 57. Là, je vous dis, c'est pour vous l'esquissez. Les premiers... Vous l'esquissez, et c'est très bien comme ça. Rachid Hadjaout, merci mille fois d'être venu nous voir et de vous être déplacé. Merci, moi, c'est moi qui vous remercie parce que vous faites un peu le prolongement de notre combat, nous. Lorsque vous donnez à l'opinion publique qui nous reproche, mais voilà la preuve. C'est vous qui le faites, malheureusement, parce que nous, on est partis, le feuilleton, la génération, et vous êtes en train de promouvoir l'histoire. Rachid Hadjaout, le dernier témoin, préface du général-major en retraite Abdelhamid Djouadi, c'est paru aux éditions Casbah. Vous avez le même ouvrage traduit en arabe et j'espère que vous ne serez pas le dernier témoin qui va écrire sur notre livre de libération nationale. Je parle bien de témoins actifs qui y a participé. Non, le dernier ouvrage, c'est la guerre de libération, récits et témoignages. Parfait. Les récits, c'est ce que je récite, et les témoignages, ceux qui sont encore en vie. Merci beaucoup Rachid Hadjaout. À très très bientôt. Merci, saluez bien votre village natal et toute la région de la Soumam. C'est qu'ils soient bienvenus. Merci encore. Voilà. C'est la fin de ce numéro d'Expression Livre. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Même jour, même heure, même punition. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Restez bien calés dans votre fauteuil à regarder la suite des émissions de votre chaîne préférée, Canal Algérie. Allez, bonsoir. Merci.